Toujours un plaisir d'entendre cette petite musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mardi et que c'est l'heure de parler vélo dans Roue Libre, l'émission vélo de la First Team. On se retrouve sur ce plateau magnifique avec mon Polo à ma gauche. Comment vas-tu, Polo? Tu reviens de New York, c'est ça? Oui, je reviens de New York. Très courte nuit, mais toujours au rendez-vous quand il faut parler cyclisme et débattre de l'actu chaude qui est de retour dans le monde de la petite bicyclette. T'as réussi à suivre les courses, tout ça? Je crois que... J'ai suivi. L'avantage, c'était quand tu te levais, tu tombais sur les arrivées d'étapes, de courses. Donc ça, pour le coup, c'était pratique. Hop, je me levais, je sortais l'ordinateur, je chopais un streaming pirate pour suivre les courses. Faut pas le dire. Du coup, j'ai pu tout bien suivre ce week-end, même à New York. Oh, c'est bien, et toi? T'étais à New York? Non, Non, pas à New York. T'étais dans le Hauts-de-Seine. C'est ça, j'ai passé un week-end un peu malade, j'ai pris tellement de médocs, je peux te dire, faut pas que je passe un contrôle antidopage cette semaine. Bon, on a des petites courses françaises à évoquer aujourd'hui là, en Ardèche, dans la Drôme, dans nos beaux départements. Une blessure de Pierre Roland. On aura un petit focus sur la Quick Step qui revient en forme, la Deceuninck Quick Step. Et on fera un débat, surtout le plus important qui va nous occuper une grande partie de l'émission, sur le Giro et le Tour de France. On va se demander si le Giro commence à prendre la place un peu dans les cœurs des suiveurs du cyclisme sur le Tour de France. Mais on va commencer par les news, les amis. Voilà, on commence avec des éléments plutôt négatifs. Voilà, malheureusement, une nouvelle affaire de dopage a touché le cyclisme cette semaine. Alors, on va reprendre du début avec la police autrichienne qui a démantelé un vaste réseau de dopage. Tout est parti des mondiaux de ski nordique qui étaient à Seefeld. Et ça a commencé avec une vidéo incroyable de Max Hauke, le fondeur autrichien, qui a été pris sur le vif, sur le fait accompli par la police autrichienne, qui n'a pas hésité à le filmer pour l'afficher, pour montrer que voilà, ils prennent les athlètes et les sportifs sur le fait accompli en pleine transfusion sanguine. Et derrière, on pensait que voilà, c'était déjà assez pour le monde du sport, mais ça arrivait évidemment sur le cyclisme. Et Steven Denifl, qui était l'ancien coureur d'Aqua-Blue, qui avait signé avec la fin d'Aqua-Blue chez CCC, qui avait finalement démissionné et qui, voilà, ça a été annoncé, il a été pris pour dopage lui aussi. Sa victoire sur la Vuelta, là. Ouais. Voilà, sa victoire effectivement sur la Vuelta, qui était la grande victoire d'Aqua-Blue, l'équipe irlandaise, et qui avait annoncé de lui-même poser sa démission à CCC finalement. Et donc voilà, et on pensait que c'était assez, mais ce n'est apparemment jamais terminé, malheureusement. C'est arrivé sur le pire possible pour nous. C'est la Groupama FDJ qui est touchée avec Jörg Preidler, qui a annoncé sa démission, qui a fait ses aveux dans un média autrichien, voilà, qu'on découvre, qui fait partie du train de Thibaut Pinot, un des meilleurs grimpeurs de la Groupama FDJ. Voilà, c'est la grosse information. Il a annoncé sa démission et évidemment la réaction immédiate de Marc Madiot. J'annonce toutes les informations d'un coup, comme ça après vous pourrez réagir, Paul Romain. Et cette réaction qui ne s'est pas fait attendre de Marc Madiot, c'est une énorme déception à titre personnel parce que j'avais une grande confiance en ce coureur. Malheureusement, cette confiance a été trahie. Cela fait partie des aléas de la vie, d'une équipe et de la vie en général, Paul. Ouais, ce qui est chiant, c'est que ça tombe, alors que ça n'a aucun rapport avec la Groupama FDJ, c'est que ça tombe sur une équipe française, dans l'un des leaders les plus charismatiques du peloton en France. C'est plus pour ça que c'est chiant. Jörg Preidler, au-delà de l'aspect sportif où il a été très décevant l'année dernière, notamment alors qu'il devait pouvoir aider Thibaut Pinot, ce qui m'emmerde, c'est que ça tombe sur une équipe française, une équipe qui fait beaucoup pour la lutte antidopage, et un cas isolé comme ça, parce que voilà, je mets ma main à couper, mes deux mains à couper même, que c'est un cas isolé dans cette équipe Groupama FDJ, ça fait mauvaise pub, surtout pour une équipe qui fait autant, notamment avec le MPCC et toutes ces choses-là. Je suis un peu emmerdé vis-à-vis de ça. Je doute pas de ton manque de charisme avec des moignons, mais franchement, tes mains à couper, s'il n'y a rien qui sort, pourquoi pas, hein, mais... C'est, comme tu dis exactement, c'est toujours la difficulté de savoir est-ce que c'est vraiment un cas isolé, est-ce qu'on en parle toujours, le dopage serait moins présent dans le vélo aujourd'hui, mais finalement on n'a jamais de preuves de ce qu'on avance, et depuis quelques jours sur Twitter notamment, on voit que chacun est un peu devenu spécialiste du sujet, tout le monde y va de son avis, tout le monde a des infos, sauf qu'au final on n'en sait vraiment rien, on ne sait pas ce qu'il en est.
cette affaire, elle nous prouve juste que non, c'est pas complètement terminé en tout cas, et que ça concerne des coureurs de second plan, avec toutes les contraintes qu'on connaît dans le vélo, des fins de contrat. Alors même si Marc Madiot a assuré que Preidler, qui était en fin de contrat, allait de toute façon être prolongé. Donc lui, apparemment, soit il savait pas qu'il allait être prolongé, soit il le faisait pour autre chose. Mais à noter qu'il s'est pas, de ce qu'il dit en tout cas, il s'est pas dopé. Il s'était prélevé du sang dans l'idée de s'auto-transfuser, mais il l'avait pas encore fait. Donc voilà, ça nous montre juste que toutes ces affaires-là, c'est encore bien présent et que malheureusement, jusqu'à ce que ça sorte, on ne sait jamais vraiment rien sur cette partie opaque du vélo, quoi. Le constat froid, il est là, c'est que si on se dit que Georg Pradler, j'arrive jamais à prononcer, Jörg Pradler, c'est dopé, pourquoi des mecs plus forts que lui ne seraient pas dopés? Le constat froid est inquiétant, il est là, quoi. Après, il y a les capacités aussi normales qui fait que tu es moins fort, même en te dopant, que d'autres qui ont des capacités. Forcément, mais ça, c'est des choses que les suiveurs de loin du vélo ne vont pas se dire. Exactement. Et là, ça fait mal à l'image du cyclisme. Et ça fait mal aussi à un mouvement, le mouvement pour un cyclisme crédible, le MPCC. On nous en parle beaucoup, on nous le rabâche parfois même par période, avec les équipes qui en font partie, d'autres qui en font pas partie. La Groupama FDJ en faisait bien sûr partie, et c'est bien la preuve que ça n'empêche rien. Donc, ça n'empêche rien que les équipes ne peuvent rien faire elles-mêmes, et la lutte antidopage intracyclisme ne veut rien dire. C'est la police qui peut uniquement faire ces coups-là, c'est les autorités, quoi. Tout à fait, mais avec le MPCC, il y a aussi toute une politique de prévention qui, la preuve, ne fonctionne pas, en tout cas pas complètement. Le MPCC et les équipes qui étaient à l'intérieur, c'était quand même positionné en grand donneur de leçons sur le dopage. Et là, notamment Marc Madiot, là, c'est quand même ça fait un peu tâche. Donc voilà pour la petite nouvelle qui n'était pas superbe ces derniers jours. On va revenir sur l'aspect sportif du cyclisme avec des courses qui nous ont fait, on peut le dire, qui nous ont fait vibrer des semi-classiques en Ardèche et dans la Drôme. Les courses françaises, on commence par ça, le calendrier français. D'abord avec la victoire en Ardèche, la classique de l'Ardèche de Lilian Calmejane, devant Valentin Madouas et Odd Christian Eiking. Lilian Calmejane qui a attaqué à 4 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire. Une belle attaque, et puis un peu comme il l'avait fait d'ailleurs sur le Tour de France en 2017 à la Station des Rousses ou sur la Vuelta 2016. Robin, c'est une belle victoire de la part de Lilian Calmejane. Tout à fait, on sait qu'il court, il aime attaquer, il réfléchit pas souvent avant d'attaquer. On lui avait reproché sur le Tour de France l'année dernière d'avoir un peu couru tactiquement. Il y avait des choses à revoir en tout cas sur l'étape où j'ai un doute sur l'arrivée, mais où il se fait battre finalement par Mollema. Non, pas par Mollema. Non, par Magnus Cort Nielsen. Voilà, exactement. Avec Valgren qui était aussi avec lui. Avec les deux Astana. Donc on lui avait reproché parfois sa façon de courir. Cette fois-ci, ça a payé. On sait que sur les courses de début de saison, il est plutôt habitué à performer. Donc il lance sa saison avec une victoire, c'est tant mieux pour lui. Ouais, puis c'est dans la lignée de ce qu'il a fait, notamment sur le Tour du Haut-Var. On l'a vu vraiment rivaliser avec les grands grimpeurs du peloton, les Thibaut Pinot et les Romain Bardet. Lilian Calmejane est très en forme, il court beaucoup aussi. On verra comment sa forme évolue au cours de la saison. Mais en tout cas, c'est que des très bons signes pour lui. Voilà, comme tu l'as dit, 2-3 points tactiques à peaufiner, même sur les premières courses. On l'a vu sur le Tour de Provence. En tout cas, moi, je l'ai vu sur le Tour de Provence. Tactiquement, c'est pas encore au point, mais les jambes sont là. Et s'il tient cette forme pendant toute la saison, il va pouvoir faire de belles choses. Et il a dit qu'il allait viser les Flandriennes cette année. Il a insisté pour les mettre à son programme alors qu'il visait plus les Ardennaises les années passées. Ouais, il a raison. Il n'a pas un coéquipier qui peut les remporter, les Flandriennes. Voilà, tu vois, ça fait partie du personnage. Peut-être prendre un peu de recul, se dire qu'on a quand même Niki Terpstra qui, lui, pour le coup, peut vraiment les gagner. Peut-être l'aider, ce serait déjà malin. Et pour lui, ce serait une bonne progression de pouvoir aider. Il y a des petits, il y a des Godin. Il y a peut-être assez de cartouches pour Lilian Calmejane, mais qui, effectivement, Paul, tu as raison de le souligner, est peut-être en train de passer un cap. Sur cette course de l'Ardèche, il y a eu une très mauvaise nouvelle. C'est la blessure de Pierre Roland qui s'est fracturé le poignet sans lésion du scaphoïde. Bon, voilà, pour les étudiants ou les médecins qui sauront faire quelque chose de cette info-là. Il a tweeté Pierre Roland. Voilà. Après un week-end difficile et une journée marathon aujourd'hui entre urgence scanner, radio, chirurgien, orthésiste. Alors, je ne sais pas ce qu'est un orthésiste. Voilà. C'est un mec qui vient d'Orthez. De Orthez. Le bilan est tombé. La décision prend automatiquement le dessus, même si j'ai peine à imaginer mon absence des prochains mois. J'ai déjà l'envie et le désir de m'y remettre. Il est absent et forfait du coup pour Paris-Nice. Et ça, c'est une énorme et un gros caillou dans la chaussure de Vital Concept, Romain.
Ouais, bah alors heureusement pour eux, ils ont Brian Cocard, ils ont Arthur Vichot, mais c'est sûr que ça pique un peu que finalement on sait que les invitations pour le Tour de France, elles vont se jouer en partie sur ce Paris-Nice, une semaine qui va être cruciale. Alors Direct Energy, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, a peut-être fait le travail, ça y est, ils partaient avec une longueur d'avance selon moi. Je pense que désormais c'est validé. Clairement. Mais entre Arkea et Vital Concept, bah ça va surtout se jouer sur Paris-Nice quoi. Donc bah c'est sûr que Jérôme Pinot doit tirer la tronche. Non mais ça, comme tu l'as dit, pour moi, Direct Energy, c'est fait que ce soit avec les victoires de Calmejane et avec la bonne tenue de Thiat Terpstra et de son équipe sur les premières Flandriennes. Ça joue entre Arkea et Direct et Vital Concept, et j'ai peur pour Vital Concept que ce soit compliqué. Surtout que Barguil a fait 2 3e place. Ouais, voilà, Barguil se fait une montre. 3e place, Greipel est quand même un nom très important, et dans le sprint, Ça peut se jouer sur les sprints Cocard contre Greipel. c'est ça, Paris. c'est ça. Voilà, comme tu l'as dit, on va pas tourner autour du pot. On verra à Paris-Nice. Si Cocard fait un coup, Vital Concept sera au Tour de France. Si Arkea Samsic fait un ou plusieurs coups, ce sera Arkea Samsic. Je pense que de toute façon, qu'on peut plus ou moins résumer la situation comme ça. Après le lendemain de cette classique de l'Ardèche, il y avait la classique de la Drôme, avec cette victoire d'Alexis Vuillermoz qui a gagné devant Valentin Madouas une nouvelle fois, qui a fait 2 fois 2e, et Très beau Warren week-end. Barguil. Très beau week-end de Valentin Madouas. Ouais, après ça, je pense que vaut mieux terminer 2 fois 2e que hors du top 10. Ah non, mais Voilà, je le dis clairement. sans D'accord, ironie. ok. Non, vraiment, j'en parlais il y a autant pour moi. quelques semaines Autant dans ma pour moi. bonification. Surtout quand tu as 22 ans, quoi. Exactement, j'attendais de le voir à l'œuvre et je suis très content de. Alors, il lui a manqué un petit quelque chose pour gagner, mais je suis très content de l'avoir vu répondre présent sur ces 2 courses-là. Et on en parlait de Valentin Madouas, on se demandait quel type de profil c'était. Et même là, en regardant ses courses, tu te dis, mais mince, on sait toujours pas, quoi. C'est ça. Parce qu'il il a l'air de savoir plutôt bien grimper, il a l'air de savoir bien se comporter dans les courses d'un jour. Il vient de la piste. Il vient de la piste, on, voilà. On voit le podium, il termine entre Villermo et Barguil, qui sont quand même de très bons grimpeurs. Donc, il sait sprinter aussi. C'est vraiment, il a un profil très hybride, très bon très finisseur, ouais. intéressant. Et puis après, pour parler surtout du vainqueur, Alexis Vuillermoz, c'est très important cette victoire-là de Vuillermoz, parce que ça fait un moment qu'il n'arrivait pas à gagner. Il a eu des galères, ouais. Là, Romain Bardet a été marqué, et Vuillermoz a réussi à gagner, et c'est très important pour lui, parce que là, voilà, on le sent dans ses déclarations d'après-course, il se sent libéré, quoi, Alexis Vuillermoz. Je pense qu'il en avait besoin, ouais. Donc voilà pour les news en France. Je ne sais pas si vous avez vu des petits éléments dans ce week-end plus, les amis. Sur le Tour des Émirats, bien souligner la très belle performance de David Gaudu, le jeune Français qui a regardé les yeux dans les yeux des Tom Dumoulin, des Primoz Roglic, des Valverde. Qui termine 3e. Termine 3e du classement général, impressionnant. Je veux voir comment ça va se concrétiser ailleurs, sur le Tour de France, en coéquipier de Thibaut Pinot, ou même sur des courses où pourquoi pas il pourrait avoir remplacer Preidler en tant qu'équipier de Pinot. Équipier de luxe, Preidler qui avait bien aidé Pinot d'ailleurs l'année dernière. Non, pour revenir plus sérieusement, peut-être le voir sur des courses d'un jour en gros leader. Faut voir. Franchement, c'est intéressant, même sur la Vuelta. Ça doit donner des idées à la Groupama FDJ. En tout cas, c'est très cool. Donc voilà pour les news et le calendrier français. On va s'intéresser tout de suite au classique de l'Omloop et de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. C'est l'objet de notre focus. On commençait à avoir peur, voilà, qui est Quick-Step, qui avait gagné 73 fois l'année dernière. Et De Koninck était-il maudit était-il maudit? Voilà, le monstre roupillait un peu, puis finalement victoire sur l'Omloop avec Sibar, victoire avec Kungl sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Robin, sur Chronique du vélo, vous avez analysé le réveil du monstre. C'est ça, imprenable. On a titré. Bon, tu faisais partie des rares qui s'inquiétaient pour. Oui, C'était ironique un peu. C'était ironique. Mais tout à fait un gros week-end. Et Baptiste Allaire, un des journalistes de notre site, a écrit si Gary Lineker était monté sur une bicyclette au lieu d'enflammer les tribunes du Filbert Street de Leicester, il aurait certainement tiré la conclusion suivante: le cyclisme est un sport individuel et à la fin, c'est toujours un quick-step qui gagne, surtout sur les classiques, parce que bon, on sait que c'est leur domaine de prédilection. Et ce week-end, on a eu une nouvelle démonstration des quick-steps. C'est pas forcément habituel pour eux sur le week-end d'ouverture de rouler sur la concurrence comme ça. Mais alors ce week-end, il n'y a vraiment pas eu débat, quoi. Et puis en plus, on sent qu'il y a une force intrinsèque dans cette structure de gestion des directeurs sportifs, voilà, sur la science tactique en fait.
C'est ça, tactiquement, chaque fois c'est parfait. Samedi sur le Het Nieuwsblad, on avait du bleu partout et c'est un garçon comme Stibar qui a réussi à fausser compagnie à tout le monde. Lui, l'éternel second rôle, l'éternel coureur qui surveillait un peu, qui favorisait les attaques d'un Bonnen, d'un Terpstra. Cette fois-ci, c'est lui. Au sprint, il savait qu'il allait être battu. Il avait des garçons comme Lutsenko, comme Van Avermaet avec lui dans le groupe, qui vont vite, qui étaient en forme. Il est sorti, il a placé le contre qu'il fallait, juste après que Van Avermaet soit allé chercher une attaque. Et le dimanche, c'était encore plus criant avec Jungels qui attaque à 60 km de l'arrivée au départ, qui s'isole avec des hommes forts et qui ensuite ils réussissent à conserver une poignée de secondes d'avance et à 15 bornes de l'arrivée. C'est lui qui, alors il était très fort, il attaque en étant en tête du groupe, mais il sort et derrière Quick-Step fait un travail collectif formidable avec Lampart, avec Asgreen qui était là, Sénéchal aussi, voilà, qui ont fait en sorte de contrecarrer la poursuite. Foutre la merde. Et voilà, et Jungels s'impose. Sur l'homme loop, donc la première des deux courses qui a eu lieu, Paul, on avait un groupe de 4 avec Stibar, Lutsenko, Van Avermaet. Est-ce que tu imaginais Stibar gagner ou est-ce qu'il a très bien géré selon toi? Moi, je vais dire oui. Quand je l'ai vu échapper, je me suis dit Stibar, il sort du Tour d'Algarve, il gagne une étape sur un profil qui n'est pas le sien. C'est quand même la preuve que ce mec est bien en jambes. On a retrouvé le Stibar de 2015-2016, celui qui allait vraiment faire chier les Greg Van Avermaet, les Peter Sagan, qui gagne une étape sur le Tour de France notamment. Tout à fait. Donc j'étais pas surpris de sa victoire. Honnêtement, je pensais que là, avec ce qu'il avait montré au Portugal, il y avait gros danger. Après, Greg Van Avermaet en a trop fait dans ce final et ça lui coûte vraiment la victoire parce que même Stibar, même dans le mur de Grammont, on voit que Stibar est au niveau de Greg Van Avermaet. Sauf que là où on parlait de science tactique et d'expérience, le coureur de la Quick Step a vraiment fait la différence par l'expérience et par la tactique plutôt qu'un Greg Van Avermaet qui s'est inquiété de perdre la course. Stibar, lui, ne s'est jamais inquiété et a su placer le compte parfait au bon moment. Après, je crois que l'absence d'un Peter Sagan a fait reposer un peu tout le poids de la course sur Greg Van Avermaet qui a dû endosser cette pancarte de grand favori, de numéro 1. Il a bien endossé. Il a tenu son rôle, mais du coup, c'est lui qui répond aux attaques et c'est au moment où, et c'est ce qu'il piège. Où il reprend qui se fait piéger. Je sais plus qui il va chercher. Je crois que c'est Wellens peut-être. Non, Teuns qui place un non, démarrage. C'est Wellens. Et voilà, il va chercher et finalement. C'est Wellens qui attaque en fait de l'autre côté du terre-plein. Voilà, exactement. Il se dit il peut pas prendre ma roue. Van Avermaet il est obligé de faire un effort monstrueux de l'autre côté du terre-plein pour reprendre la roue. Et Stibar passe le compte. Voilà. Et Stibar, on sait qu'il est comme ça. Il a cette réputation de coureur très froid qui court un peu pour sa gueule, même chez Quick-Step. Alors Lefebvre avait essayé parfois il a essayé de le défendre, parfois il l'a un peu enfoncé en disant qu'il n'était pas assez collectif. Mais pour lui, c'est un peu nouveau de gagner. C'est sa première classique belge. Il a déjà terminé plusieurs fois deuxième de Paris-Roubaix. On se rappelle en 2013 de sa chute dans le carrefour de l'Arbre à cause d'un spectateur. Donc il a été un peu poissard. Mais là, peut-être qu'avec le départ de Niki Terpstra notamment, peut-être que c'est une voie qui s'ouvre pour lui. Ça l'a vraiment décoincé, j'ai l'impression. Et puis moi, je vais quand même surveiller Yves Lampart aussi, qu'on a vu absent, ou du moins dans un rôle de coéquipier sur ses deux premières classiques. C'est pas ce qu'on attend de lui à la Quick Step. Donc voilà, à surveiller. On verra. Je sais pas s'il fait le Samin cet après-midi, mais non, il le fait pas d'ailleurs, je crois. Il le fait pas. Comme Stibar d'ailleurs ne le fait pas non plus. Voilà, il est champion de Belgique sur ses terres, sur des profils qui lui conviennent. On attend mieux de lui, donc à lui de surveiller. Il a beaucoup appris ces dernières années aux côtés de Bonnen, aux côtés de Terpstra. Il a gagné à travers la Flandre les 2 dernières années. Et je suis d'accord avec toi, ça va être le leader de la Quick Step, de la Deceuninck Quick Step sur ces Flandriennes avec Zdeněk Stibar. Et je tiens à souligner ce renouvellement de l'équipe à chaque fois, puisque ces dernières années, ils perdent Bonnen, ils perdent Terpstra, ils perdent un garçon comme Gaviria qui pouvait faire quelques places sur les classiques. Ils ont perdu, j'en avais noté un autre, Trentin. Et finalement, il y a toujours de nouveaux garçons qui sont là. Lampert, si on oublie Trentin, c'est que vraiment. Voilà, c'est qu'il y a une densité incroyable. Et il y a 3 ans, Lampert, on le connaissait à peine, c'était à peine un équipier sur les Flandriennes. Aujourd'hui, voilà, il peut se retrouver avec un rôle de leader de l'équipe de Deceuninck Quick Step. On rajoute des garçons comme Jacobsen, comme Gilbert évidemment, qui a gagné le Tour des Flandres il y a 2 ans. Ça des petits noms. Voilà, toujours en fait, il y a toujours une armada sur les Flandriennes. T'as du Viviani, t'as du Odeg, voilà, c'est. Oui, voilà, il y a un sens tactique, mais il y a aussi peut-être le plus gros roster. C'est ça. Le roster le plus complet sur une équipe World Tour. Parce que et de loin, quoi. Ce week-end, normalement, sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, c'était Jacobsen le leader, parce que Kuurne arrive souvent au sprint. Et je pense que chez Deceuninck, on misait sur Jacobsen, qui finalement est malade, déclare forfait, et il se retourne parfaitement. Et c'est Jungels qui dans un rôle totalement différent. On en oublie presque de parler de Bob Jungels. Oui, voilà ce que j'allais dire. J'allais te lancer sur Bob Jungels. Ce coureur qui gagne des Flandriennes, qui gagne des Ardennaises et qui vise toujours les classements généraux des grands tours. Et là, il est parti à 70 bornes avec un petit groupe. Il a attaqué à 16 bornes. On l'a plus revu.
Ouais, mais ça fait partie de la stratégie de Quickstep qui pouvait se permettre de lancer ce coureur à l'avant et de après laisser la course, laisser les adversaires faire la course. Et quand les adversaires de la Quickstep doivent faire la course, et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la profondeur, j'allais dire la profondeur de banc, mais ils n'ont pas l'effectif et le roster pour. Personne n'a la densité de Quickstep. Personne ne l'a et du coup ça forcément ça devient impossible pour les coéquipiers. Pour les adversaires plutôt. Avec Quickstep, on ne sait pas où donner de la tête. Il y a 3-4 coureurs qui peuvent gagner. Et pour dire un dernier mot sur Jungels, Tom Stills, le directeur sportif de Quickstep, lui a dit: tu as les qualités pour faire des choses formidables sur les Flandriennes. Lui, pour l'instant, il jure par d'autres courses, comme tu le dis. Il rêve de grands tours. Il a gagné Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. Mais chez Quickstep, chez Deceuninck Quickstep, on est persuadé qu'il peut performer sur les Flandriennes. Clairement, il est trop limité en montagne de toute façon pour espérer pour le moment, mieux qu'un Tom 10, voire mieux. Je pense que c'est trop dur pour l'instant. Donc voilà pour la Deceuninck Quickstep. On va passer au débat. On va parler Tour d'Italie et Tour de France. Paul, Robin, la semaine dernière, on avait parlé de cette déclaration qui nous avait un peu étonné de Simon Yates, qui disait: je ne ressens tout simplement pas de passion autour du Tour de France. La chose la plus importante n'est plus la course cycliste. À l'heure actuelle, c'est une course sur laquelle je ne veux pas revenir. Je ne suis pas du tout passionné par le Tour. C'était un des premiers qui osait dire qu'il n'aimait pas le Tour de France, parce que le Tour de France, voilà, est mis sur un piédestal, à raison, à tort, chacun pense ce qu'il veut, mais Simon Yates nous a plutôt étonné par sa déclaration. Donc on va se demander si finalement le Giro ne menace-t-il pas la popularité du Tour de France, et même à la fin je vous demanderai si le Giro ne peut-il pas remplacer le Tour de France dans le calendrier à long terme. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Paul, à court ou à long terme, déjà, est-ce que le Giro peut remplacer ou prendre beaucoup plus de place, quitte à s'approcher du Tour de France, point de vue dans les cœurs, dans la popularité? Non, c'est pas possible. La seule chose pour le Giro, c'est qu'il se calque sur le Tour de France et que tout ce que fait, entre guillemets, mal le Tour de France, le Giro en profite, en fait le contraire. Je prends l'exemple notamment des parcours, quand on dévoile les parcours. Le Giro est quand même 2 mois avant le Tour de France, mais le Giro dévoile toujours ses parcours après celui du Tour de France. Ça veut dire quand même quelque chose, ça veut dire qu'on se calque, ce Giro, qui est une course fantastique, se calque quand même sur le Tour de France, et quand on voit sur le Tour de France que c'est une course sans contre-la-montre, ou du moins faite pour les grimpeurs, ou dans lesquelles on met vraiment très peu de kilomètres en effort solitaire, et ben que fait le Giro? Le Giro prend la tangente et envoie 50 ou 60 kilomètres, voilà, voilà, très beau tableau. Parce que pour se démarquer en fait du Tour de France, l'organisateur du Giro RCS, ils mettent des pentes diaboliques, des pentes diaboliques, des routes enneigées, un bitume qui est parfois à peine goudronné, et voilà, il y a on voit 7 arrivées au sommet, 5 arrivées au sommet pour le Tour de France. Il y a plus de contre-la-montre. Cette saison, c'est un peu équivalent, mais le Tour de France, en général, en a un petit peu plus. Et il y a 7 étapes de montagne des deux côtés, mais les arrivées au sommet sont assez importantes. On sent ce côté spectaculaire. Robin, est-ce que le Giro, qui le revendique, veut devenir la course la plus dure du monde pour faire concurrence au Tour de France? Est-ce que, selon toi, la dureté amène l'intérêt? Pas forcément. Alors aujourd'hui, je pense que le Giro est plus dur que le Tour de France si on prend, alors peut-être pas tous les ans, mais si on prend une moyenne des 10 dernières années, je pense que le Giro est plus dur. Mais est-ce que ça fait forcément la beauté de la course? Non, pour moi, ce qui fait la beauté de la course, c'est qui vient au départ et comment les coureurs se battent. Alors il se trouve que sur le Giro, on n'a pas la même armada Sky qu'on retrouve au mois de juillet, et qu'en général, ça donne une course moins stéréotypée, que ça donne, on l'a vu l'année dernière avec la victoire de Froome, c'est Froome qui gagne, mais il gagne bien différemment de la façon de ses victoires sur le Tour de France. C'était pas la même victoire de la part de Sky, c'était complètement différent, c'était un Froome plus isolé et plus entreprenant. Mais je pense que certaines années sur le Giro, on a eu des duels qui pouvaient être intéressants, mais qui n'avait pas le prestige du Tour de France. Quand en 2012, on a Ryder Hesjedal qui gagne le Tour d'Italie, sur un palmarès du Giro, déjà, on trouve que c'est un peu limite, mais sur un palmarès du Tour de France, c'est complètement impossible. Et on a un Joaquim Rodriguez qui a failli gagner le Giro, alors qu'il n'a jamais pu gagner le Tour. La start list des deux prochains du Giro et du Tour de France qui se valent, disons-le, pour moi, ils se valent largement. Oui, alors sur les dernières années, c'est en train de s'équilibrer, parce que de plus en plus de coureurs adorent le Giro et veulent y aller. Et les équipes sont tellement pléthoriques aujourd'hui que, par exemple, une équipe comme Movistar peut se permettre d'envoyer Landa sur le Giro, Quintana sur le Tour. Du coup, ça équilibre. Pareil pour la Sky, même si on n'est pas sûr que Thomas y aille. Ils avaient l'ambition d'envoyer un leader sur chaque grand tour. Au moins d'en envoyer un sur le Giro. Mais je suis pas sûr que
à terme, même si sur les 2-3 dernières années on a un très beau plateau, je suis pas sûr que ça se vale. Mais est-ce que ces coureurs qui font l'ode au Giro, ouais, c'est une belle course, c'est pour les passionnés, etc. Est-ce que c'est pas tout simplement des gens qui ont peur de la concurrence du Tour de France? Parce que le Tour de France, c'est peut-être une course qu'on dit fermée. Tiens, d'ailleurs, on voit Simon Yates, Chavez, c'est dans mon cœur. et Esteban Chavez, qui a son seul coup d'éclat de l'année dernière. Pour le poste, je sais pas où je vais d'ailleurs, là, je sais pas pourquoi je parle de lui. Je vois cette belle photo. Ouais, Non, je suis un peu non, pour revenir sur ces coureurs là, notamment Simon Yates, je comprends pas. Est-ce que c'est pas justement c'est une crainte, une peur d'aller sur le Tour de France? C'est bien beau de dire que le Tour de France est cadenassé, que le Tour de France est une course fermée, mais c'est des coureurs qui sont là justement pour ouvrir cette course. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir quoi. envie d'aller se mettre, d'aller perdre la course face à l'Armada Sky? Pourquoi perdre? Parce que Quintana a jamais réussi à les faire vaciller, Valverde non plus, Nibali non plus, Contador non plus, et Simon Yates il est pas fou, il a gagné une Vuelta, il s'est planté sur le Giro l'année dernière, il se dit avant d'essayer d'aller faire tomber Froome et Thomas, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Et moi je le comprends totalement. Faire et quoi, en plus, gagner un Giro, oui, parce que la Vuelta ça reste aujourd'hui le grand tour le moins prisé. On parle quand même prisé. du Tour de France qui est le tour le plus beau. Alors, Oui, mais je veux bien que Bardet, il se casse les dents, et j'adore Romain Bardet, et je pense qu'il peut gagner le Tour de France, mais il s'y casse les dents depuis des années, alors que s'il était allé sur le Giro, peut-être qu'il en aurait gagné un, voire deux. Et finalement, Simon Yates, lui, ce qu'il veut, c'est élargir son palmarès et gagner de plus en plus de courses. Mais la Vuelta qu'il a gagnée l'année dernière, c'est un grand tour, mais c'est le moins prisé des trois. Et aujourd'hui, s'il peut aller gagner le Giro et avoir ces deux-là, avant de se dire, bon, bah maintenant, on va se concentrer sur le Tour, moi, je trouve ça légitime. Et je pense que tu donnes beaucoup au Giro, tu leur adresses des critiques qu'ils méritent pas, même s'ils en méritent d'autres. Mais le fait qu'ils se calquent sur le Tour de France et qu'ils annoncent le parcours après, je pense pas qu'on fait le parcours d'un Giro en 15 jours. Non, mais moi je pense qu'il y a, le Tour de France. Pourquoi alors? Comment on explique le fait qu'une course qui se déroule 2 mois avant l'autre donne son parcours 2 jours ou 4 jours ou une semaine après? Pour essayer peut-être d'étouffer l'annonce du parcours du Tour de Non, France. mais en tout cas, sur ces annonces-là, Paul, il a raison. C'est que avant, le Tour de France était largement avant l'annonce du Giro. Cette année, par contre, ils l'ont annoncé une semaine après. Oui, mais avant, on sait pas. On sent que le Giro commence à titiller le Tour de France. Oui, mais le RCS commence à vouloir dire. Pour moi, c'est une guerre médiatique. Le Giro, c'est le petit frère un peu sympathique du Tour de France. Celui. Le Tour de France, de toute façon, c'est. De par son histoire, de par les grands moments qu'on y a vécu, de par le calendrier, la place que ce tour a dans le calendrier, le Tour de France a une hégémonie qui ne sera, à mon avis, pas à mon avis, qui ne sera jamais atteinte. Là, le problème avec le Giro, la question qu'on se pose, c'est que pour moi, on a affaire à des coureurs qui ont tout simplement peur de la Sky et qui se trouvent des excuses. La course est cadenassée, bah ouais, mais parce que la Sky est plus forte. C'est un cas isolé, Simon Yates. Mais quand c'est Pinot qui va sur le Giro, tu les reproches pas de fuir la concurrence. Mais Pinot, il fait le Tour de France. Oui, mais depuis 2 ans, tout le monde. Pinot est un romantique du vélo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Le fait est qu'il préfère le Giro. Romain Bardet ne s'est jamais dédouané d'aller sur le Tour de France, même s'il perd. Yates s'est dédouané, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il y va pas. Non, il est en 2017, il fait maillot blanc. Non, mais pas s'il y a 2 ans, alors excuse-moi. Mais je confondais toujours avec son frère. Yates ne va pas y retourner, que ce soit cette année ou l'année prochaine, si on en croit ces discussions. Mais pourquoi on le reprocherait à lui de pour pas moi, aimer le Tour? il a peur de la Sky et il a peur de ne pas être performant sur un tour beaucoup moins ouvert que ce que peut être un Giro ou une Vuelta. C'est des courses plus ouvertes parce qu'elles sont peut-être un peu moins suivies, qui sont peut-être moins bien placées dans le calendrier. Et ça, c'est une réalité. Un truc intéressant. C'est une réalité, c'est que ça reste un tour. On va regarder bien à des années-lumière du Tour de France. Tu parles d'intérêt, Paul, de moins suivi, c'est intéressant. Là, on parle de Simon Yates, les coureurs, la relation qu'ils ont au Giro. On va regarder en audience. Parce que le truc des passionnés, c'est un truc bidon. Sur les 2 dernières années, on compare le Giro et le Tour. Le Giro qui a une dynamique positive. En 2017, ils étaient à 1,2 million. Ce sont des pics d'audience sur la chaîne L'Équipe. 1,6 million en 2018. Au contraire, le Tour de France, qui était à 7,3 millions en 2017, est retombé à 5,6 millions en 2018. Alors, Robin, ce que tu voulais dire, c'est que ces chiffres sur le Tour de France, ils sont à relativiser un tout petit peu. Parce que le pic à 7,3 millions en 2017 est finalement la meilleure performance depuis 2013. Donc c'est un peu une année exceptionnelle pour le Tour de France. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu une baisse entre 2017 et 2018 qui est incontestable et que le Tour de France intéresse peut-être un peu moins. C'est aussi une vérité avec l'hégémonie de la Sky et de. Mais c'est que la Sky qui est responsable de la baisse de. La Sky n'est pas la seule responsable, mais ils aident à cette course
ils aident à rendre le tour moins intéressant. Mais la Sky n'est pas du tout la seule équipe responsable. Mais Paul, si tu me dis que tu prends plus de plaisir à regarder les étapes du Tour qu'à regarder celles du Giro, moi Bien je te sûr, comprends j'en pas. prends plus. Moi je te dis pas que S'il y a une course à choisir entre le Giro et le Tour de France, c'est le Tour de France. Et je vous mets au défi de me dire le contraire. Mais depuis tous quand les on n'a deux. pas vu sur le Tour de France une étape qui ressemble à celle de Froome sur le dernier Giro ou dans le col du Et Finistère, parce que justement, une attaque à 80 bornes où il va récupérer le maillot. c'est ce que je te dis quand je te dis que le Giro est le petit frère sympa du Tour de France, c'est que à l'image de la Vuelta, c'est des courses certes beaucoup plus ouvertes, peut-être plus intéressantes à regarder pour nous puristes parce que justement ce Tour de France est peut-être trop. Il y a peut-être une mainmise trop importante de la Sky, mais attendez, les Tours de France, quoi qu'il arrive, nous on fait pas partie de ces 5 millions ou de ce million de téléspectateurs sur l'équipe ou sur le France 2. Nous on est des gens qui se régalent du Tour de France et qui avons commencé à aimer le Tour de France, à aimer le vélo avec ce Tour Et de ça, France. c'est le cas pour Et tout on le aimera monde. le Tour de On France. peut Pour pas moi, il venir au vélo différemment. il est inamovible. Comme je te dis, on peut discuter du Giro qui est peut-être plus intéressant ces 5-10 dernières années. On va dire ces 5 dernières années plutôt qu'avant. On peut parler d'une Vuelta qui est vraiment devenue le parent pauvre de ces grands tours. Mais le Tour Mais de je te France, dis pas, je le dis pas que rappelle. le Giro va remplacer le Tour et qu'il le menace, pas du tout. On le voit, il y a 4, Ouais, mais c'est 5 ça la question du débat. Non mais c'est oui, celle-là. moi je pose cette question. Après, on a évoqué l'intérêt des coureurs, on a évoqué l'intérêt du public, et maintenant moi je Parce que je me la mets à question, place. c'est la En fait, popularité. je me mets à la place de l'UCI aujourd'hui. Je réfléchis business parce qu'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, si RCS a autant d'argent qu'ASO, demain, ils peuvent commencer à réfléchir à inverser les calendriers. Ils avaient inversé la Vuelta et le Giro. Pourquoi est-ce que le Giro, Paul, ce serait impossible pour toi qu'un jour, je te parle pas de court terme, dans 10 ans, c'est impossible que RCS mette plus d'argent qu'ASO et qui, du coup, ils prennent la place en juillet du Tour de France? Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'historique du Tour de France. C'est le tour le plus vieux au monde. Pas de beaucoup, tu me diras, ils ont 6 ans d'écart avec le Giro. C'est le tour le plus vieux, c'est le tour le plus mythique. On y a vu des choses se passer. l'histoire, elle s'écrit Que ce soit des drames, tu vois, je pense à Tom Simpson, à Casartelli, que ce soit des exploits, je pense à des Schleck, je pense à du Richard Virenque sur le Mont Ventoux. Mais est-ce que tu Je pense penses à pas des que c'est choses- parce que t'es je pense français, à- les je pense à Italiens, Greg ils ont Lemon, peut-être je pense au duel. les mêmes souvenirs? Je pense sur au le duel Tour aussi d'Italie. qu'on a eu, Greg Lemon contre Laurent Fignon, je pense à Anctil contre Raymond Poulidor, je pense à Bernard Hinault, je pense à Eddy Merckx. Voilà, est-ce que Ouais, mais par exemple, les autres Philippe courses... Brunel, il te défendra le contraire parce que lui, journaliste, pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe D'accord, il y a Brunel, Philippe spécialiste Il y a Philippe Brunel. du Giro, Salut d'ailleurs, mais il y à a qui l'équipe. d'autre? Non, mais un mec, voilà, Non, qui mais a dans je la viens. tête tous ses souvenirs. Non, mais je pense que même en Philippe étant Brunel amoureux adore du les- Giro, Vas-y. même en étant amoureux du Giro, et j'adore cette course par-dessus tout, pour moi, c'est le grand tour qui m'intéresse le plus. Et je ne remets absolument pas en cause le fait que le Giro, pour moi, je suis d'accord avec Paul, restera à sa place, ne prendra jamais la place du Tour. Mais parce qu'il y a une histoire trop grande. Le Tour de France, tu l'as Et très pourtant, bien ils dit. ont que 6 ans d'écart, les deux. Voilà. Mais l'histoire s'est faite sur le Tour de France et ça a été Ah, mais érigé que l'histoire en elle ne course. s'est pas faite par calendrier en fait, parce que c'est En partie, le en partie. calendrier, c'est le pivot du calendrier cycliste. Je pense que si ça s'inverse, Oui, mais le ça Tour peut plus d'Italie, s'inverser pour moi aujourd'hui. Ça ne C'est un peut peu, plus. c'est un C'est peu plus comme possible. et Paul, je pense que tu seras d'accord avec moi. On a parfois eu le débat au sujet de la NBA. Les saisons régulières à 82 matchs, c'est trop. Mais l'histoire s'est faite comme ça et ça peut plus bouger. Et sur le Tour de France, c'est la même chose. Même les coureurs italiens sont venus sur le Tour de France pour remporter le Tour. Un Fausto Coppi est venu pour remporter le Tour. Un Bartali aussi. Les plus grands duels entre Bartali et Coppi, c'est pas sur le Giro, c'est sur le Tour de France. C'est ça. Les duels les plus marquants de Donc, leur en fait, histoire, la eux deux, grosse, c'est sur le selon vous, c'est la sur le Tour de grosse France. faiblesse du Tour d'Italie pour un jour éclore un peu plus, parce que s'ils ont une dynamique positive, je vois pas pourquoi ils se poseraient des limites. Enfin bon. Le Non, Tour, mais c'est on se pose pas- le Tour, c'est aussi internationalisé beaucoup plus tôt. Jusqu'au milieu même des années 2000, le Tour d'Italie, c'était très italo-italien. Il y avait très peu de coureurs étrangers qui venaient, encore moins de coureurs qui venaient gagner, alors que des victoires étrangères sur le Tour de France, on a vu ça très tôt. On parle de Coppi, c'est dans les fin des années 40. En 49, il gagne déjà le Tour et c'est un coureur étranger. Sur le Giro, ça arrivait très rarement. Alors, il y a un Hinault qui est allé, il y a un Fignon qui est allé, il y a Indurain. Mais c'était des exceptions. Il y a Merckx, évidemment. C'était des exceptions. Alors que sur le Tour de France, l'hégémonie française, elle s'est arrêtée très très tôt. L'histoire pour vous a trop de place comparé à l'argent, parce que je le dis moi, sur le plan business, je pense que si RCS ils mettent plus d'argent qu'ASO, je pense qu'ils y réfléchissent, l'UCI. Non, moi je Mais pense pas. peut-être Je pas. pense pas parce qu'ils peuvent mettre beaucoup plus d'argent. Ils en mettent déjà énormément. Le départ à Jérusalem, les grands coureurs Initié attirés. par Mauro Vecni, Paul Oui, d'ailleurs. les grands coureurs attirés de manière plus ou moins légale d'ailleurs pour qu'ils participent fait. à cette course, à ce Giro.
Je suis désolé, mais là, c'est une rumeur, certes, mais je pense pas que ASO et Christian Prudhomme aient besoin de filer une mallette à Christopher Froome pour l'attirer sur le Tour de France. Après, c'est des trucs, ça, veulent on ne le sait pas. Ça se trouve, ils ont déjà fait aussi ça sur le Tour de France. Enfin, j'en sais rien, mais c'est à partir du moment où c'est pas officiel, je ne sais pas si on peut l'utiliser comme argument. Moi, je pense pas. Même si avoir payé Christopher Froome, c'est quelque chose qui n'a pas été totalement démenti. Voilà. La Sky a ses défauts. Une semi-vérité. La Sky a ses défauts, mais c'est des grands coureurs. Geraint Thomas, c'est un grand coureur. Christopher Froome sont des grands coureurs. Et c'est des coureurs qui veulent remporter le Tour de France. On voit cette année, ils sont en train de se battre pour ça, voilà. Pas pour le Giro. Exactement. On a vu les déclats de Geraint Thomas. Le Giro, il n'a pas envie d'y mettre les pieds. Il veut gagner le Tour de France. Il veut remporter pour la deuxième fois de suite son maillot jaune. Voilà, pour moi, les coureurs comme Simon Yates, enfin, je sais pas s'ils sont beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans le peloton. C'est une question que nous on se pose. Ouais, mais le Giro, c'est plus sympa à suivre, peut-être, etc., etc. C'est la première fois que je dis un mec comme Simon Yates dire qu'il préfère le Tour de France. Pour moi, c'est une déclaration de petits bras à la Romain Bardet, à la Thibaut Pinot cette année. Romain Bardet, pour le coup, c'est difficile de lui dire ça, alors qu'il est tout le temps sur le Tour de France. C'est ce que je te dis. Romain Bardet, lui, pour le coup, le Giro, il ne veut pas entendre parler tant qu'il n'aura pas gagné le Tour de France. Autant pour moi. Et ça, voilà, ça, on peut le saluer. Une déclat à la Simon Yates, je trouve ça un peu décevant. Et surtout, pour finir là-dessus, demander à un coureur quel tour il veut remporter. S'il y en a un qui te dit le Giro, c'est un menteur. Ou alors c'est un Italien. Hein ou alors c'est un Italien. Ouais, c'est l'Italien ou c'est Simon Yates. Donc voilà, je trouve ça un peu. Le Giro se met lui-même des contraintes finalement pour devenir ce qui pourrait être le grand tour numéro 1. Parce qu'on voit le plateau des sprinters par exemple sur le Giro est très en deçà du plateau de sprinters du Tour de France parce que les étapes sont trop dures, parce que les étapes pour sprinters sont trop, enfin il n'y en a pas assez. Et donc on a un plateau de sprinters très très diminué. On a des fois Gaviria, des fois Viviani, mais on n'a pas tout le monde comme sur le Tour de France. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu révèles un point intéressant, c'est que nous tout à l'heure on a fait une start list des favoris pour gagner, mais ce côté sprint aussi fait la popularité du Tour de France, mais ne fait pas celle du Tour d'Italie. Quand on veut être la plus grande course du monde, il faut attirer tout le monde. Parce que dans toute cette liste, on n'a pas mis de sprinters, mais c'est vrai que si on fait le comparatif pour les sprints, le Tour de France est largement au-dessus. L'année dernière, sur le Giro, même les étapes pour pseudo-baroudeurs avec un peu vallonnées ont été faites pour que ce soit des grimpeurs ou des gens qui jouent le général pour que ces gens-là les gagnent. Et notamment pour Simon Yates, tu m'étonnes qu'il préfère le Giro. Tout a été fait pour qu'il performe, notamment sur les 2 premières semaines de course. Sur un Tour de France, on a quand même il sait qu'il n'y aura pas 3 étapes sur un Tour. Puis il y a ça aussi sur le Tour de France, tout cet aspect paysage, j'ai envie de te dire. C'est Jean-Paul Olivier qui nous racontait des histoires. Maintenant, il le fait sur le Giro. Moi, quand il le fait sur le Giro, Jean-Paul Olivier. Attends, il y a peut-être un Juan Paolo Olivato là-bas. Jean-Paul Olivier le fait sur la chaîne L'équipe maintenant. Et non, mais je te parle en Italie. Peut-être qu'il y a des petits Italiens qui ont kiffé. Ça fait chez tout le monde. Sur le Tour de France, on s'en régale aussi de ces paysages. Il faut le dire, ça fait peut-être un peu cliché, mais on s'en régale aussi. Et c'est des parcours beaucoup plus fait pour tout le monde, j'ai envie de te dire. Et d'ailleurs, tout le monde peut briller sur le Tour de France. Beaucoup tout le monde peut se montrer. Coubertin, quoi. Tu vois, on parlait, moi je vais en parler dans la bonus tout à l'heure, Arkea, Direct Energy et Vital Concept. Je pense que voilà, une place sur le Giro, ça leur plairait. Mais s'ils se battent cette année, si toutes les courses auxquelles ils participent cette année, c'est pour pouvoir avoir la chance de participer au Tour de France. Pas oublier ça. C'est une équipe française, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a peut-être d'autres, comme Anti-Groupe Gobert, qui est belge, s'il doit choisir, qui remplit sur le Tour. Tout à fait. D'ailleurs, cette stratégie du Giro, d'un parcours très très dur, très sélectif, etc., ça leur a aussi joué des tours et ils sont aussi mangé pas mal de critiques par rapport à ça. On se rappelle en 2011, l'année où malheureusement Wouter Wieland était décédé sur une étape du Giro. Quelques jours après, il y avait l'étape prévue avec la descente du Monte Crostis, qui était clairement faite pour Vincenzo Nibali, qui était le meilleur descendeur du peloton, pour qu'il puisse en profiter. Et finalement, ça avait fait scandale et ça avait été annulé au dernier moment. Donc c'est un travers aussi de vouloir faire le parcours le plus dur possible à chaque fois, de mettre des arrivées au sommet, des arrivées en descente, des routes pas goudronnées. Ils avaient tenté un classement des meilleurs descendeurs. Exactement, et puis finalement, il l'avait fait descendre là-dessus. Parce que finalement, des fois, c'est allé trop loin aussi. Non, mais c'est ça. Et puis, comme je disais, un mot pour terminer, les gars. Et pour terminer là-dessus, le Giro, c'est le petit frère sympathique du Tour de France. Il y a 3 fois que je le dis. C'est une course beaucoup plus médiatique et avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus sympa à suivre que la Vuelta, de fait, notamment aussi par les paysages qui sont aussi très sympas là-bas. Mais ça n'arrive pas, encore une fois, et ça n'arrivera jamais à la chute du Tour de France. Voilà, Robin, c'est bon ? Ça me va.
Ok. Dites-nous si pour vous le Giro menace-t-il la popularité du Tour dans le cœur des coureurs, dans le cœur du public et sur les parcours. Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Dites-nous si vous pensez aussi que le Giro peut prendre la place carrément dans le calendrier. Je préfère le Grand Tour que remporte Romain Bardet. Voilà, c'est ça. Pinot était plus à 2 doigts de remporter le Giro que Romain Bardet était de remporter le Tour de France. Ah bon, tu me diras en donnez-nous vos avis. L'année dernière, il y a 2 ans. Donnez-nous vos avis, messieurs, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et quant à nous, on passe aux bonifications. Paul, on commence par toi. Tu commençais à en parler. Voilà, tu nous as mis un peu l'eau à la bouche. Pour ta bonification, et qui est une bonification positive ou négative aujourd'hui? Plutôt positive, parce que c'est une idée qui paraît peut-être toute bête, mais qui est une bonne idée. C'est une pétition lancée par Antoine Vaillet, que tout le monde connaît ici, pour que les 3 équipes qui sont à la lutte pour les 2 dernières places, comment on pourrait dire, pour les 2 dernières invitations sur le Tour de France, soit toutes sur les routes de la Grande Boucle cet été. Voilà, qu'on retrouve du coup Arkea Samsic, qu'on retrouve Direct Energy et qu'on retrouve Vital Concept. C'est une idée plutôt toute bête, mais qui marche en fait. Comme le dit Antoine Vaillet, là je lis sa pétition. Il y a 2 ans, en 2017, 22 équipes de 9 coureurs étaient sélectionnées pour le Tour de France, soit 198 coureurs. Cette année, il y aura 22 équipes de 8 coureurs, soit 176 coureurs. Pourquoi pas du coup rajouter une équipe pour 3 équipes qui le méritent, quoi qu'il arrive. C'est des équipes avec des grands champions en leur sein, c'est des équipes qui performent depuis le début de la saison, c'est des équipes qui montrent le maillot et qui courent de manière vraiment spectaculaire. C'est de ça dont le Tour de France a besoin, je pense, pour redorer le blason et pour faire remonter un peu les audiences qui baissent. On l'a vu il y a 2 minutes. Je pense que ce serait bien et je trouve que c'est une bonne initiative de la part d'Antoine Vaillet. Bon, ça n'arrivera, je pense, pas, puisque le règlement est le règlement et connaissant ASO, ça risque pas de bouger dans les mois qui viennent. C'est une belle initiative qui a déjà récolté 1767 signatures et voilà, j'aimerais que ça fasse un peu écho et j'aimerais qu'on en parle un peu plus et que ça arrive aux oreilles d'ASO. Et toi, Robin, tu voulais nous parler de Wout van Aert qui a fait 13e de l'Omloop et qui est annoncé sur l'Estrade Bianche. C'est ça, tout à fait. Donc l'Estrade Bianche samedi, où il s'était révélé l'année dernière, on se rappelle, avec Romain Bardet et Tige Benoît, le trio incroyable qui nous avait livré finalement un final exceptionnel sous la pluie, dans la boue. Voilà, une course vraiment qui nous avait passionné il y a 1 an. Il y retourne. Et j'attends de voir son printemps finalement, parce qu'il a fait un hiver compliqué en cyclocross. Il a été battu quasiment toutes les semaines par Mathieu Van Der Poel. Mais j'espère que c'était plus ou moins prévu, parce que cette année, il ne jurait que par la saison sur route. Voilà, il a perdu son maillot arc-en-ciel en cyclocross, mais moi j'attends de le voir sur les classiques. L'année dernière, il avait fait une première belle incursion sur ces courses-là, sur ces courses d'un jour pavé. On sait qu'il a le potentiel. On voit un garçon comme Zdeněk Stybar qui est très à l'aise sur les Flandriennes. La passerelle entre cyclocross et course pavée, elle existe. Et donc j'attends de voir Wout van Aert dans une équipe un peu plus coriace, un peu plus armé que l'année dernière, puisqu'il était l'année dernière chez Veranda Willems. Là, il est chez Jumbo Visma. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner. Alors, sûrement qu'il sera encore un peu juste pour une course comme le Tour des Flandres, mais sur le GPE 3, sur l'Estrade Bianche, même si c'est pas pavé samedi, je pense qu'il peut se montrer. Surtout qu'il sort d'un Newsblatt où il s'est quand même montré, où il a montré que sur ces Flandriennes, il faudra compter sur lui cette année. Il avait l'air d'être très fort. Après, il a manqué. Il a un petit peu lâché sur la fin. J'espère qu'il n'est pas cramé de sa saison. Il finit dans le groupe derrière les 4-5 qui se sont échappés. Voilà, il en avait beaucoup fait aussi. Moi, je suis pas inquiet pour lui. Peut-être pour l'Estrade Bianche, c'était un peu, même à l'image de Romain Bardet, c'était un coup que les gens ne pensaient pas qu'il aille aussi loin. Peut-être qu'à la pédale, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais sur des profils un peu plus plats, ouais, un peu moins dénivelés, type Flandrienne, oui, je pense qu'il sera au rendez-vous cette saison. Avec tous ces cyclocrossmen qui arrivent, on suivra aussi Mathieu Van Der Poel s'il s'aligne sur quelques courses. Il en a prévu des semi-classiques belges, mais pas l'Estrade et après la suite de son programme. Puis comme le dit son grand-père Raymond Poulidor, il ne fait pour l'instant pas du cyclisme sur route sa priorité. Pour lui, c'est d'être champion olympique de VTT. Il a eu un hiver chargé. Voilà. Voilà pour les petites analyses de Polo et de Robin. On passe au quiz. Voilà. Toujours pas de jingle. Toujours pas de jingle, mon Polo. Voilà, t'es à New York, tu peux pas être partout. Ouais, c'est vrai. Bon, après, j'ai eu un peu la flemme de le faire, on va dire. Voilà. Vas-y, dis-le, t'es préparé. Du coup, tu vas nous faire un petit jingle. Ouais, mais je vais le faire. Je mettrai une musique sympa. Ce sera hyper chaleureux, hyper convivial. On attend ça sur le prochain quiz. La semaine dernière, on le rappelle, il y avait une remontée fantastique et terrible pour Paul de Robin, qui menait 3-0, qui avait perdu finalement 4-3. On est à 2-2 sur l'année 2019. On est à 2-2. Aujourd'hui, acte 5, quelqu'un va prendre le lead. J'ai fait un super, à défaut d'avoir une jingle, j'ai fait un super synthé. Est-ce qu'on ira aussi loin que les Gilets jaunes ?
Hein Ah oui, Robin Vest, Paul. On Ouais, commence vas-y. par des cache-cache. Ben, qui est l'instigateur de ce quiz, c'est lui qui a choisi les coureurs que vous alliez aujourd'hui deviner, notre chef d'aide adoré. Voilà, tu peux y aller Oula, avec ce Isaac premier. Van Mayo. Non, ni l'un ni l'autre. Il est allé chercher. T'as dit qui, Paul Igor Anton. Non, Samuel Sanchez c'est un Nieve, Français. Pierre Euh, Cazot. Non, Romain Sicard. Oui, Polo. Ah. 1-0. Elle est belle celle-là. 1-0 pour Polo. Romain Sicard, putain. Et ouais, au L'éternel début de l'éternel sa espoir. carrière. Ouais. Et ouais. On passe au deuxième cache-cache. Il y a Pierre 1-0 Cazot, ça marchait. pour Polo. Voilà, Torrechoff. ouais, Oui, un partout. On l'a déjà eu la semaine dernière, mais il Ouais, était en maillot de ça fait champion du plaisir. monde. Ouais. Vous êtes Et je l'aime bien. Et là, le beau liseré norvégien. Égalité, un partout, on passe au suivant, qui est ouais, pas simple. Là, j'avoue que. Quichon, Non, Vachon, non plus. Pierre-Luc Pierrichon. Non, je viens de le dire. Fedrigo, non. Ouais, j'ai aucune idée. Il n'est pas français. Et j'avoue Maclay. qu'il est compliqué, il est argentin. Sepulveda. Et oui, Ah, bravo. La régie rigole. C'est pas gentil. voilà, Eduardo Sepulveda qui permet à Robin de mener 2-1. Un dernier cache-cache. Bernal, Je Thomas. vais vous quand même donner quelques indices. Joe Gegenhardt. Il parle français. Elisonde, Non, il a une double nationalité. Froome, C'est un jeune coureur qui a été recruté par la Sky. Sivakov. Oui, Sivakov. Putain, ouais. 2-2. Parle bien français, Sivakov. Oh là là. 2-2. Il parle parfaitement français parce que ses grands-parents. Et je crois même qu'il est né en France, Pavel Lui Sivakov. aussi, j'aimerais bien voir parce qu'on l'a, s'il a signé chez Sky en tant que gros espoir. Bah, il Issu de la comparaison avec Bernal, même maintenant d'un Sosa. il monte, ça, voilà, il monte plutôt en puissance. Mais, J'ai envie de voir ce qu'il va faire pour les. c'est un quiz, les Paul, mois. ne t'es pas. Oui, excusez-moi, je voulais étaler ma science. il est né en Italie. Bah, c'est compliqué à suivre la vie de Grand, Pavel grand Sivakov. voyageur. Voilà pour les cache-cache. Donc il y a 2-2. Je vous propose Ah, il y a une 2-1. petite énumération. Bah non, il y a 2-2. Ah, mais non, 2-2, Romain pardon, Sicard, oui, autant Pavel pour moi. Sivakov. J'avais oublié. Et, il a trouvé oublié Torrechoff et Sepulveda, Eduardo Sepulveda. Tout à fait, autant pour moi. Propose une petite énumération qui est donc le top 10 de la Vuelta 2010. Ouh là 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 là. Si Ok. vous en trouvez, voilà, Qui démarre c'est loin. C'est loin. Qui démarre Ah, il y a 2-2, donc celui qui en trouve un démarre. Nibali. Voilà, qui est le vainqueur de la Vuelta 2010. Rodriguez. Oui, voilà. Un partout. Mosquera. Et je peux pas Oh, l'accepter. il a été déclassé Il a été déclassé. Ah. Yes. Si tu me dis Oh là là. Si tu me dis Lance Armstrong sur le tour, je l'accepte pas. Donc je Ouais, peux mais pas- il est dans les 10. Ah, Ah c'est ouais, sévère, c'est sévère. c'est sévère, mais malheureusement, je suis désolé. Ça vaut un point, tu perds 3-2. Ok. Voilà. Qui avait effectivement terminé Attends, deuxième, Ezequiel Mosquera. J'allais dans l'ordre en plus, moi. Ezequiel Mosquera. Ouais, qui est donc c'est Peter Velits qui avait fini deuxième, Frank Schleck, Ah, Tondo, Il y a Roche, Dani Nicolas, Moreno. qui était chez AG2R, Carlos Sastre, Tom Danielson, Luis Leon Sanchez et Mikel Nieve. Enfin, ça peut se trouver, mais c'est dur quand même. Bah, c'est dur, voilà. Ah, j'en avais un, on me l'enlève. Je suis désolé. Qui triche de toute façon, moi, faire partie du top 10 Pour moi, de officiel. toute façon, la Vuelta 2010, c'est Igor Anton maillot rouge qui se C'est pète vrai. le poignet et qu'on revoit plus jamais. qui a fait coup double. Hein. Voilà pour l'énumération 3-2. On passe, cette frustration. aux deux derniers qui Tu suivent. m'étonnes, parce que là, je pense que tu me battais en plus. On passe Ouais, aux deux t'es derniers battu qui dans la merde. suis-je. Pour le premier qui suis-je, je suis français. J'ai eu 22 ans le 12 janvier Madouas. dernier. Putain, t'es sérieux? Ouais, j'ai fait mes bonifs sur On lui. l'a dit, putain, mais j'allais le dire en plus, putain, je suis français 22 ans, je l'ai dit qu'en plus, on l'a dit qu'il avait 22 ans tout à l'heure. C'était C'est excellent. vrai qu'en plus, il a fait sa bonif sur Ah lui oui, il y a il y a- 2-3 il y a semaines. une ou deux semaines, du coup, j'avais Et regardé. Je bon, l'avais il en a tête. perdu sur un gars qui l'a Ouais, ouais, donné. non, mais ouais, ouais. C'est réponse de champion. 3, donc là, ça fait 3-3. Et donc, Français, il y a Un nouveau 4-3 ou pas un dernier, Hein Un nouveau 4-3 Oh, bah, je connais pas 3-0 là. un dernier qui suis-je? J'ai 28 ans. Je suis européen. Je ne donne pas la nationalité parce que ce serait un peu trop facile. Stibar. Ce n'est pas Stibar. Je viens d'un pays frontalier de la France. Stephen Kung. Non, ce n'est pas Stephen Kung. J'étais chez la BMC avant de signer dans une équipe française. Franchini. Ce n'est pas Franchini. Morabito. Ce n'est pas Morabito. Oh là là.
Je suis équipier d'un grand leader français. Reichenbach. Ce n'est pas Reichenbach. Je suis équipier de Romain Bardet. Ah, je me plantais, j'étais à la FDJ. Censure. C'est génial. Sylvain Dillier. Oui, Non. Sylvain Dillier. Oh oui, Sylvain Dillier. On T'as était cité nuls. tous les Suisses. Bah oui, mais j'étais sur la FDJ, moi. Ah bah ouais, mais c'est ça. On a été nuls. Si je disais AG2R, Ouais, j'étais perdu. c'était Ah, c'était- putain. c'était grillé. J'ai terminé deuxième de Paris-Roubaix l'année dernière. Magnifique deuxième sur le Vélodrome à Roubaix. Victoire de Polo. Yes. Bravo, Oh, mon putain, pote. mais je suis un peu. Toute cette concentration pour rien. Très content d'avoir gagné, mais Sylvain Dillier, on doit le dire avant quand même. Je suis très déçu de. Ouais, mais parce que intuitivement, je pense que les Suisses, on pense aux Suisses Ouais. de la FDJ. Donc, je pensais même pas aux Suisses, la tu vois, Groupama dans les FDJ. frontaliers, j'étais pas trop sur la Suisse. Après, t'as dit Kung, et après, t'as dit BMC. Là, je me dis, mais c'est pas cool. Ouais, mais il y a beaucoup de Suisses qui sont passés par la BMC, alors du coup, je me Voilà. concentrais que sur ça, mais. Mais voilà. Mais il n'y en a aucun qui a fait BMC AG2R. Donc, en tout cas, Toujours ça de pas prix. des Suisses et frontaliers. Bravo, Polo. Merci. On découvre le tableau des courses. Oui, t'es content là. Hein. Ouais. On découvre cette semaine. Je Donc suis 6 pieds aujourd'hui, sous terre. il y a le Samin, du coup vous en parliez tout à l'heure. Il y aura l'Estrade Bianche surtout, qui est une des courses préférées de Paul, mais aussi Ouais. de Robin. De tout le monde, je pense. De tout le monde, je pense. Franchement, voilà, là, sa main Strade on Bianche, sait- Paris-Nice, ça fait kiffer là cette semaine. Voilà, et Là, Paris-Nice qui j'ai me commencera régalé. donc samedi. Dimanche. Pardon, qui commence le dimanche, la course du soleil. Dans les Voilà. Yvelines. Avec, Avec un bal au donc sur le Samin, c'est Terpstra qui avait gagné devant Gilbert et Gaudin l'année dernière. Sur les Strade Bianche, il y aura du Nibali, du Moscon, du Geraint Thomas, du Van Avermaet, du Alaphilippe, Valverde, Benoît, le gagnant de l'année dernière. Et sur Paris-Nice, il y aura du Bardet, du Lopez, du Georges Bennett. Bref, là on sent qu'on commence à rentrer Ouais. dans le vif du Le sujet. Strade Bianche, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte d'y être. Tu vas voir en plus voir Alaphilippe qui peut gagner quand il va s'en sortir face à des Tiges Benoît, à des Valverde qui sont quand même des gros favoris. J'ai hâte. Eh ben, on parlera de ça la semaine prochaine. Merci Robin. Merci à vous, Polo. les gars. Merci à toi mon grand. C'était une excellente émission. comme d'habitude. On s'auto-congratule. Paul, il n'a pas besoin de débrief. Il sait. Allez, salut les amis. Salut les gars, bientôt.